Voilà ce que produit la banalité, silencieusement. Voilà ce que produit la banalité, silencieusement, régulièrement, année après année, génération après génération. 96%, la quasi-totalité de l'humanité. Nous sommes en train de vivre collectivement la plus grande perte de capital humain de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on en ait conscience. Ce n'est pas à cause d'une guerre. Ce n'est pas à cause d'une catastrophe. Ce n'est pas à cause d'une maladie. Ce n'est pas à cause d'une catastrophe naturelle. Mais c'est à cause d'une cloche. C'est à cause d'un bureau, d'un manuel. Et donc, d'un bulletin de notes. Voilà comment je l'explique. Dans la prochaine partie, nous allons sortir de l'histoire. Nous allons entrer dans la solution, dans ce que la théorie de l'esprit souverain propose concrètement, ce que ça signifie de rendre à un enfant la souveraineté sur son esprit, et pourquoi ce n'est pas une utopie. Nous allons entrer profondément dans ceci. C'est une urgence. Ceci est une urgence. Je vais vous poser une question. Juste une question. C'est une vraie question, n'est-ce pas? Je vous invite vraiment à y réfléchir. Ce n'est pas une question rhétorique, une question à laquelle je veux que vous répondiez honnêtement, dans votre tête, après que je l'ai posée. Quand votre enfant, ou l'enfant que vous étiez, posait une question à laquelle l'adulte en face ne savait pas répondre, que se passait-il? Quelle était la réaction la plus fréquente? Quelle était la réaction la plus fréquente? Pensez-y. On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Voilà ce qu'il disait. On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Ce n'est pas un programme. Concentre-toi sur ce qu'on te demande de faire. Voilà. Voilà. Voilà le intellectuel. Il est là. Voilà le... Souvenez-vous, je ne peux pas le dire. Voilà le intellectuel. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas violent. Il n'est pas intentionnel. Mais il est dévastateur. Juste, ce n'est pas au programme. La curiosité est le moteur premier de l'apprentissage humain. C'est documenté. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurologie, de la neurobiologie. Quand un enfant pose une question qui vient de lui, de sa propre observation du monde, son cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, le même qui s'active dans l'anticipation de plaisir, dans la découverte, dans la création. La curiosité n'est pas un trait de caractère, c'est un état neurochimique. Et comme tout état neurochimique, il se renforce quand on le nourrit. Et il s'atrophie. Il s'atrophie quand on l'ignore. C'est là. Donc, chaque fois qu'on dit à un enfant, ce n'est pas un programme, on coupe le circuit dopaminergique de la découverte. On lui apprend que sa curiosité naturelle est un obstacle et non point une ressource. Pourtant, c'est évidemment une ressource. Faites ça assez souvent. Et l'enfant apprend à ne plus jamais poser de questions. Pas parce qu'il a perdu la curiosité, mais parce qu'il a appris que la curiosité n'est pas bienvenue. Ça s'appelle donc l'inhibition. La curiosité dérange, elle ralentit, elle sort du cadre.
Et donc, il y a de l'inhibition, de l'autoflagellation intellectuelle. Et un enfant qui n'ose plus poser des questions est un enfant qu'on a déjà à moitié perdu. Alors, la théorie de l'esprit souverain, qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Pas l'anarchie éducative, l'on s'en faut. Je dis ça clairement parce que c'est toujours la première objection. Si on laisse les enfants décider, ils ne feront que jouer. Ils ne liront jamais. Ils n'apprendront jamais les mathématiques. C'est exactement ce que dirait quelqu'un dont la conception de l'apprentissage a été entièrement formatée par le système que nous venons de décrire ensemble. C'est exactement cela. Parce que cette objection repose sur une prémisse fausse. C'est l'argument de la pente glissante. Elle suppose que l'apprentissage est naturellement désagréable, que l'enfant livré à lui-même fuira le savoir, qu'il faut donc une contrainte externe pour le forcer à apprendre. Mais regardez un enfant de 2 ans. 2 ans. Il ne fuit pas l'apprentissage. Il le cherche. Il le traque. Il démonte. Il goûte. Il touche. Il tombe. Il recommence. Il pose des questions incessantes. Il observe pendant des heures des choses que les adultes trouvent insignifiantes, dérisoires. Personne ne force un enfant de 2 ans à apprendre à marcher, par exemple. Personne ne lui met un programme, personne ne lui donne une note. Et pourtant, il apprend avec une détermination, une résilience, une joie qu'aucun système éducatif au monde n'a jamais réussi à produire ou à reproduire, même artificiellement. Je dis bien, même artificiellement. L'enfant est un apprenti du monde par nature. Ce n'est pas nous qui devons lui donner l'envie d'apprendre, c'est nous qui devons arrêter de la lui retirer. C'est nous qui devons arrêter de la lui retirer, cette envie d'apprendre. Voilà le premier principe de l'esprit souverain. Ne pas enseigner, mais exposer. Ne pas enseigner, mais exposer. Ceci est fondamental. Ne pas enseigner, mais exposer. Que je me trouve un espace où vous placez ceci. Premier principe, exposer. Ceci est le premier principe. La différence est fondamentale entre enseigner et exposer. Enseigner, c'est transmettre un contenu prédéfini, à un rythme prédéfini, selon des objectifs prédéfinis, par quelqu'un d'autre que l'enfant. Objectif prédéfini par quelqu'un d'autre que l'enfant. Pourtant, exposer, c'est placer l'enfant en contact avec la richesse du monde et lui faire confiance pour y trouver ce qui résonne avec sa nature profonde. Le placer en contact avec la richesse du monde et lui faire confiance pour y trouver ce qui résonne avec sa nature profonde. Regardez Maria Montessori. Regardez Maria Montessori. Au début du XXe siècle, elle est médecin, première femme médecin d'Italie. Elle travaille avec des enfants qu'on a étiquetés comme étant irrécupérables. Des enfants dans des quartiers pauvres de Rome. Des enfants que le système avait abandonnés. Mais que fait-elle, Maria Montessori? Elle fait quelque chose
de radical de son époque. Elle ne les enseigne pas. Elle prépare un environnement. D'accord? Elle prépare un environnement, elle met à leur disposition des matériaux, des objets, des outils. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle observe. Elle observe. Elle observe. Exposer, premier principe. Ces enfants, soi-disant irrécupérables, apprennent à lire, apprennent à écrire, apprennent à raisonner avec une vitesse et une joie qui stupéfient les observateurs. Vous comprenez ce que cela veut dire? Vous voyez donc la différence fondamentale entre enseigner et exposer. Pourquoi? Parce que on leur a rendu quelque chose qui leur avait été auparavant pris, confisqué, retiré. Et quelle est cette chose? Le choix, l'initiative. Le choix et l'initiative. La souveraineté sur leur propre processus d'apprentissage. Ceci n'est pas anodin, ce n'est pas un détail. C'est fondamental. Ceci est fondamental. Maintenant, parlons du deuxième principe de l'esprit souverain. Vous allez voir, c'est de plus en plus intéressant. La compétence prime sur l'âge. La compétence avant l'âge. Donc, compétence. D'accord? Nous avons décidé collectivement, sans base scientifique aucune, que certaines compétences appartiennent à certains âges. Les mathématiques avancées à 16 ans, 18 ans et plus. La philosophie à l'université ou en terminale. La logique formelle à 12 ans au minimum. L'économie politique après le bac. Que d'incongruités, que d'absurdités qui se superposent les unes aux autres. Sur quelle base? Elle n'est assurément pas neurologique, hein?